familial, mais il sera disponible si jamais vous avez des questions à lui poser par téléphone. On va commencer avec toi, Fabrice, sans rentrer dans les détails, mais pour parler de la philosophie. Donc, il a été acté par l'Assemblée générale de faire évoluer le format de la Ligue Immobilier Star League. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi la philosophie et pourquoi maintenant? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Pourquoi faire évoluer? Bien, lors de mon élection, il a été présenté une formule un petit peu différente de ce dont on avait l'habitude. Et elle a été refusée parce que peut-être trop compliquée, pas assez expliquée, pas assez explicite. Et en revanche, 100% des gens autour de la table se sont dit qu'il fallait qu'on continue d'évoluer et continuer de faire évoluer notre championnat. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il vaut mieux évoluer quand les choses vont bien que quand les choses vont mal. Donc on est en croissance de fréquentation, les audiences sont en croissance. Donc l'idée, c'était de dire comment continuer de booster tous ces côtés positifs de ce que le handball professionnel apporte aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi de coller à notre plan stratégique et de se dire que bien, notre plan stratégique, c'est la gouvernance, donc être capable d'avoir des vrais rôles de chacun et donc de prendre ses décisions. C'est la visibilité, continuer d'augmenter notre visibilité. C'est aussi le parcours client, donc avec l'expérience client, donc de dire à partir du moment où on met en place quelque chose, il faut que ça vienne booster le parcours client et la recherche d'autres fans, d'autres personnes intéressées par notre sport, même des gens venant d'ailleurs que les clubs. Et puis aussi, c'était l'économie et le soutien à l'économie de nos clubs. Et donc, il fallait que cette formule puisse résumer un petit peu tout ça. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'il va y avoir une vidéo qui va expliquer les grandes lignes de cette nouvelle formule. Les grandes lignes de cette formule, c'est de se dire qu'il va y avoir un premier combat qui va être d'aller chercher un titre de champion de France. Donc, 4 équipes vont se challenger pour aller chercher ce titre de champion de France. Et puis, entre la 5e et la 8e place, aller chercher une place européenne, donc une 5e place européenne. Donc, on est vraiment dans une volonté de faire monter l'adrénaline, faire monter le suspense, et puis, une fois de plus, de tirer notre championnat vers le haut en termes de compétitivité et de performance. Ok, merci Fabrice. Concrètement, on va vous montrer en vidéo, on va vous expliquer la formule. Voilà, donc c'était plus simple de vous expliquer en images qu'avec des mots. La Ligue Immobilier Star League change d'air, entre dans une nouvelle ère. Fabrice, qu'est-ce que ça va changer pour les fans de handball? Alors pour les fans de handball, c'est d'essayer de conserver le suspense jusqu'au bout, l'attention jusqu'au bout, et de faire monter, une sorte de pression vis-à-vis de nos fans et vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas forcément le handball. Donc c'est essayer de faire monter cette pression. C'est aussi de tirer notre championnat vers le haut parce que il y a une place européenne, il y a effectivement des têtes de classement, mais il y a aussi une phase européenne. Donc, c'est aussi de monter ce suspense au niveau des clubs. Et si on monte le suspense au niveau des clubs, eh bien, je pense qu'on arrive à garder une attention de nos fans le plus longtemps possible dans le championnat. Et il y a une vigilance toute particulière par rapport à la santé des joueurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été mis en place ? Alors, ce qui a été mis en place, ça a été de se dire déjà, on ne veut pas faire plus de matchs. Donc, il y a un travail qui est fait avec la fédération en termes de Coupe de France. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que on se rend compte que la blessure, c'est un handicap pour les clubs et c'est un handicap pour le joueur. Donc, l'idée est de pouvoir mettre en place un observatoire de la santé et de la charge de travail qui va nous permettre d'avoir des datas, qui nous permettra à terme de comprendre d'où viennent les blessures, pourquoi elles viennent, dans quel cadre, en période d'entraînement, en période de préparation, en période de match.
en répétition de match et de pouvoir rendre encore plus performants nos acteurs du handball sans les mettre en danger et en conservant le bien-être de nos joueurs. Très bien. Merci Fabrice. Je vais maintenant donner la parole à Arnaud. Donc Arnaud, représentant de Setmaster, qui est le groupement des entraîneurs et des professionnels de la formation. Qu'est-ce que ces playoffs vont changer dans l'approche sportive pour les entraîneurs la saison prochaine? Bonjour. Ça va changer que forcément, il y aura 2 compétitions dans une compétition, puisqu'il y aura la capacité à bien se classer sur la première phase, sur la saison régulière. Et puis, il y aura une deuxième phase pour soit les places européennes ou pour le titre. Donc, forcément, la capacité à amener les équipes au bon moment, dans la meilleure forme possible, avec le maximum de monde, ça va être une gestion un peu différente par rapport à une saison régulière. Et donc, côté entraîneur, vous êtes aussi satisfait de cette évolution? Oui, enfin, on était tout à fait d'accord sur la volonté de faire changer les choses. On dit toujours que quand on n'a pas d'évolution, on est déjà en train de stagner. Si on stagne, on régresse. Donc le fait d'avoir une volonté de changer un peu le format et d'amener quelque chose de beaucoup plus dynamique, d'amener aussi, même si depuis 2 ans, le championnat se joue dans les dernières journées, mais avec cette nouvelle formule, on va pousser le curseur encore un peu plus haut. Effectivement, ça va amener une dynamique qui peut être très intéressante, et de savoir jusqu'à la dernière journée qui peut être champion de France, ça peut être très intéressant pour l'ensemble de nos fans. Merci Arnaud. Alain, je vais te donner la parole. Donc Alain, coprésident de l'UCPH, donc l'Union des clubs professionnels de handball, et du président du Limoges Handball. Quel impact ce nouveau format, selon toi, va avoir pour les clubs, à la fois sur le plan économique et aussi en termes d'attractivité sur le territoire? Bonjour tout le monde. D'abord, le principal intérêt et attrait, Fabrice l'a évoqué, mais c'est de donner satisfaction à nos fans. On pense qu'en fin de saison, on va amener beaucoup de passion, beaucoup d'émotion avec ces matchs à très fort enjeu. On est persuadé que ça va fonctionner. D'ailleurs, la Pro League nous a montré la voie l'année dernière avec le nouveau format de play-off avec 9 équipes. Je crois que ça a fait l'unanimité. Les salles étaient remplies et je crois que c'est un bon modèle à suivre. Donc déjà, cet engouement populaire. Après, pour l'économie des clubs, c'est aussi important. Directement, les clubs concernés vont générer, on le pense, beaucoup de billetterie avec des salles pleines en fin d'année, encore une fois, sur ces matchs à fort enjeu. Donc ça va générer une économie directe. Et puis indirecte, parce que ça va bénéficier à l'ensemble de l'écosystème handball, parce qu'on imagine bien quand même un attrait médiatique très fort sur ces 15 jours, 3 semaines que vont durer play-off, phase finale, qui devrait bénéficier à l'ensemble des clubs. Ok, et donc j'imagine que les partenaires des clubs aussi vont plutôt accueillir ce nouveau format. Bien entendu, pour les partenaires, c'est toujours très intéressant de jouer devant des salles pleines, parce que ça contribue aussi, ça donne du sens à leur partenariat, évidemment. Et nos partenaires sont aussi maintenant souvent nos premiers fans, donc c'est un ensemble. Merci Alain. Je vais redonner la parole à Fabrice. Justement, on parlait d'économie de valeur. Est-ce que ce nouveau format, Alain l'a un peu dit, mais va changer la valeur de la Ligue Imoli Star League et aussi de son naming, de tous les partenariats autour de la Ligue Imoli Star League? On en est persuadé, de toute façon, c'est ce qu'on se dit et c'est la volonté que l'on a. Donc ça, c'est la première chose. A priori, comme ça a été dit précédemment, c'est un boost. Si c'est un boost, ça va donner obligatoirement beaucoup plus de dorure à notre championnat et à cette phase finale du championnat, puisque elle restera dans la décision jusqu'au dernier moment. Et puis économiquement, ça a été dit, on a la chance de pouvoir rejaillir sur l'ensemble de l'écosystème, nos partenaires, notre diffuseur, nos diffuseurs, et puis évidemment nos fans qui vont aussi obligatoirement venir, j'allais dire, gonfler le sens profond du handball, c'est-à-dire la passion du suspense. Et est-ce que cette réforme, elle pourrait, dans les saisons à venir, en amener d'autres? Est-ce que c'est des sujets qui sont évoqués? Alors, ce qui est important, c'est, ça a été dit, quand on ne bouge plus, on commence à régresser. On se donne tous les moyens, et ça a été vraiment un sujet de la mandature, de la nouvelle mandature, c'était de dire on s'interdit rien, on s'interdit pas de penser à d'autres choses dans l'avenir et de se donner les moyens de continuer de faire performer ou de modifier les choses. On le dit toujours, on est tous pour le changement, mais on se lève pour résister. On a pris la décision de ne pas résister
Et on a pris la décision de façon collective et collégiale de se donner les moyens d'évoluer, et de voir ce qui se fait ailleurs, et puis d'avoir nos propres idées, et d'être capable de continuer de construire l'avenir avec un sport avec un sport qui a de l'avenir. Peut-être avant de donner la parole aux médias présents pour des questions, un petit mot pour conclure. Quel message tu veux adresser aux fans? Alors, c'est de vous dire que au sein du comité directeur, au sein de l'Assemblée générale, au sein des clubs, il y a une unité de joueurs, de clubs et d'entraîneurs. Et que je pense que c'est rassurant quand on sait que dans un sport, tout le monde est tourné vers les mêmes objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contradictions à droite à gauche, mais l'idée, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir en débattre, et ensuite de prendre une décision collégiale, ce qui a été fait. Donc ça, c'est la première chose, je pense que c'est rassurant. La deuxième chose, c'est que c'est toujours le résultat collectif qui prévaut du résultat individuel. Donc ça aussi, moi je suis assez content de pouvoir voir ça, et de pouvoir me dire que on est plus intelligent collectivement que tout seul dans son coin, et on est plus fort ensemble, et on avance, en fait on avance quand même plus vite ensemble. Merci à tous les trois. Est-ce que vous avez des questions à poser? Bonjour à tous les trois. Une précision sur le format concernant la descente. Ma connaissance ne change pas, mais tu peux me le confirmer. Et l'attribution des places en Coupe d'Europe, en dehors de la cinquième, donc, dont on a vu qu'elle sera attribuée à l'issue de ces playoffs, cinquième ou huitième place. Alors, il a été évoqué le principe du play-down, et je laisserai la parole à Alain, de se dire une compétition aussi en bas de classement pour véritablement aussi promouvoir l'intensité. Mais ça n'a pas été retenu par l'ensemble des clubs de l'UCPH. Et donc pour l'instant, ça a été mis de côté, mais ce n'est pas quelque chose qu'on s'interdit. Oui, on ne s'interdit pas du tout. Autant il y a eu quand même une très forte majorité sur la mise en place de ces playoffs au sein des clubs, autant sur les playdowns, les avis étaient très très partagés. C'est pas mûr actuellement, mais rien ne s'interdit à l'avenir de réfléchir à une formule. Le tout étant aussi de faire jouer des équipes qui ne seraient pas qualifiées pour les playoffs, que la saison ne s'arrête pas trop tôt. Donc bien sûr, c'est un enjeu pour nous, et on va y réfléchir dans les mois à venir. Alors sur la Coupe d'Europe, on a le champion de France qui sera automatiquement qualifié, et après on reprend le classement de l'année régulière pour arriver à avoir l'ensemble des qualifiés, plus celui qui gagnera entre la 5e et la 8e place, celui qui gagnera cette deuxième finale, on va le dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'on a 5 places en Coupe d'Europe, et avec ce système-là, on arriverait à combler les 5 places et avoir véritablement, le reflet en Coupe d'Europe des équipes qui ont performé tout au long de l'année. Sur les demi-finales, est-ce que ce serait, vous savez déjà si ce serait sur une semaine, ou alors dans la même semaine avec 2 matchs en 3 jours, et est-ce qu'il y aura un délai entre la fin de la saison régulière et le début de ces playoffs? Alors, la finale, je vous le confirme, ça sera sur un lieu, et en fait l'idée, ça serait de trouver un lieu qui devienne un lieu de rendez-vous. Ça soit toujours le même, ou tout au moins pendant une longue période, quelque chose qui fait qu'il y a un rendez-vous de plus. Il y a le Trophée des Champions, il y a la Coupe de France, et il y a la finale du Championnat de France. Donc 3 rendez-vous qui nous permettent de promouvoir notre sport. Donc là, ça serait une salle avec tout ce qui pourra permettre effectivement le rassemblement des deux équipes, évidemment, mais aussi des fans du handball. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à tout cela, la question c'était, ça sera sur des matchs aller-retour, et ça se fera à 3 jours de différence entre, je crois, de tête, c'est le jeudi et le samedi, ou quelque chose comme ça, ou le mercredi et le samedi. Je n'ai plus exactement le calendrier, mais ça se fera sur la même semaine, match aller-retour dans les salles des équipes correspondantes. Alors là, je n'ai pas le calendrier en tête, mais alors, voilà.
Il y a une semaine, je crois. Voilà, il y a une semaine, ce que j'allais dire. Merci Arnaud. Il y a une semaine entre les deux, mais il y a tout un travail qui est fait entre la Coupe de France, le Final Four évidemment, et la finale du championnat de France qui va se faire à ce moment-là. Mais il y a tout un travail qui a été fait. Il y a une semaine au moins de battement. Ouais, merci, parce que j'ai pas tout le calendrier en tête encore de 2027. Entre la fin du championnat et la fin des playoffs, la finale, il y a 3 semaines. Voilà, c'est ça. Il y aura 3 semaines. Voilà. Il y a des options qui ont été posées. Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Je pense que oui. Évidemment, il y a l'Accor Arena. On a pensé au Comet à Orléans et à Lille aussi. Non, et Lyon. Le LDC à Lyon. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a 3 salles qui ont été envisagées sur le sujet, oui, avec des options posées. L'idée, c'est que tout le monde puisse rejoindre la salle le plus rapidement possible, venant n'importe où de France, quoi. Ou de l'étranger, si c'est possible. Vous avez parlé de travail sur la Coupe de France, donc ce serait, alors, pas la première saison, j'imagine, mais sinon les saisons d'après, les vainqueurs des playoffs, enfin les participants aux playoffs rentreraient plus tard en Coupe de France, c'est ça? Non, ce sont les clubs qui jouent en Coupe d'Europe qui rentrent un petit peu plus tard, qui sont protégés par rapport au nombre de matchs qu'ils doivent réaliser. C'est quarts de finale. Normalement, c'est ce qu'on avait envisagé, c'est plutôt sur les quarts de finale. Vous avez parlé, je crois, en préambule d'une première réforme que vous avez poussée, qui n'a pas été retenue, qui était trop ambitieuse, plus ambitieuse. Quelle était-elle? Alors là, je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler puisque c'est le moment où j'ai été élu et je l'ai découvert en même temps que mon élection. Donc là, j'aurais beaucoup de problèmes à vous en parler. Ce que j'en ai ressenti plutôt, c'est qu'elle semblait très compliquée et peut-être pas assez explicitée auprès des clubs pour que l'unanimité se dise OK, on part sur cette formule. Mais ce qu'elle a apporté, et ça c'est important, ce qu'elle a apporté, c'est que elle a apporté une seule voix en disant il faut qu'on évolue. Il est clair, il faut qu'on évolue, entraîneur, joueur et club. Et donc, et fédération aussi, puisqu'on en avait discuté, la fédération, Philippe Bana était avec nous à ce moment-là. Donc, on a vu que c'était intéressant de dire il faut qu'on évolue et il faut absolument qu'on pense à l'avenir. Par contre, ça a participé à nourrir la réflexion après pour avoir justement cet accouchement de cette nouvelle formule. Exactement, ouais. Tout à fait. Quelle était les lignes rouges un peu du côté des clubs ou des entraîneurs? Sur ce qui avait été proposé à l'époque, c'était vraiment très, très novateur, puisque ça rentrait dans les détails, mais on pouvait imaginer que sur 32 clubs professionnels, chacun pouvait être champion de France à la sortie. Pour vous imaginer un peu la réforme que ça engendrait. Donc effectivement, il y avait beaucoup de sens. C'était bien pensé. Par contre, compliqué à expliquer, compliqué à mettre en œuvre, peut-être un peu trop tôt. Par contre, vous avez raison, je suis persuadé que si on n'était pas passé par cette étape, aujourd'hui, on ne serait pas devant vous. Ça a été un booster, on s'est dit on ne peut pas l'appliquer. Par contre, à l'unanimité, après cette séquence, les clubs ont dit oui, il faut changer. Voilà. Donc ça a été, à mon avis, indispensable qu'on passe par cette étape. Je parlais des lignes rouges là sur la réforme qui a été votée, pas sur le projet de. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait absolument conserver selon vous, ou jusqu'où on ne pouvait pas aller pour les clubs et pour les Enfin, pour les clubs, il faut au maximum conserver l'équité sportive et notamment l'importance de la phase régulière pour les qualifications en Coupe d'Europe. Ça, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important pour les clubs. Et puis, je ne vais pas parler au nom des joueurs, mais c'était aussi dans l'intérêt des clubs, évidemment, de préserver au maximum la santé des joueurs. Et le postulat de base, c'était de dire ne donnons pas de match en plus à des joueurs qui sont déjà très sollicités. Sachant que ce n'est pas forcément compliqué à mettre en œuvre parce qu'en fait, on a peu de clubs concernés. C'est quelques joueurs qui jouent trop et d'autres clubs qui, au contraire, jouent pas forcément assez. Les clubs qui ne sont pas en Coupe d'Europe, donc vous voyez, les intérêts des uns n'étaient pas forcément les intérêts des autres. Ça a été un long processus et moi, je tiens à remercier quand même l'ensemble des clubs qui ont réussi à trouver une position, non pas unanime, mais fortement majoritaire pour ça parce que ce n'était pas forcément évident. Il a fallu faire des concessions. Et oui, l'adhésion a été importante, au-dessus de 80%, donc 82,18%. Donc vraiment, ça a été une belle adhésion. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important, c'est que tout le monde se réunit autour du projet.
On prend des risques tous ensemble et on va les assumer et on va les travailler ensemble. Ça, je pense que c'est rassurant. Mais parce que c'est pas simple. Hein. Si ça avait été simple, effectivement, on serait mis d'accord en 15 jours. C'est complexe parce que, encore une fois, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Il faut penser à l'intérêt général, mais chacun, quand il a un bulletin de vote à mettre dans une urne, même si ça reste une image, il pense à l'intérêt personnel de son club, hein, bien évidemment, on dirige tous des entreprises. Et puis, avec des éléments extérieurs qui nous contraignent quelque part. On a parlé des calendriers EHF, mais il y a un Final Four de Coupe European League. 15 jours après, il y a un Final Four de Champions League. On ne pouvait pas imaginer faire un Final Four comme on avait pu imaginer au début pour le titre de champion, parce qu'on ne peut pas faire jouer des joueurs à une semaine d'intervalle de Final Four. C'est impossible pour eux et pour les entraîneurs, c'est la même chose. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse avec des contraintes extérieures c'est pas simple, et notamment aussi pour des raisons de calendrier qui fait qu'on n'avait pas les mains libres pour faire exactement ce que l'on aurait souhaité à l'idéal. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait venir, cette question. C'est une discussion que nous allons avoir avec la fédération. Alors, qu'est-ce que ça représente? Il est clair qu'on est tous déçus. Je crois qu'à chaud, c'est pas la peine de réagir. On est déçus parce que on en parlait longuement hier soir à table avec Thierry, avec tous les joueurs qui sont aujourd'hui dans nos comités directeurs. On a une équipe individuellement qui est extrêmement performante. Il n'y a rien à dire. On a des joueurs très techniques, on a des joueurs qui savent à peu près tout faire. Donc, c'est assez génial. Et on est tous déçus parce que le résultat n'est peut-être pas à la hauteur du niveau de ce que représente chacun des joueurs individuellement. Donc là, aujourd'hui, pour nous, c'est une déception parce que c'est l'image, hein, c'est l'image de notre handball. Et obligatoirement, mais ça reste une déception. C'est pas forcément qu'un échec. Il faut savoir rebondir sur les échecs. Il faut savoir se dire qu'on est déçu, mais comment on va travailler pour faire mieux demain. En fait, moi, ce qui m'intéresse de regarder, c'est quoi le positif là-dedans. C'est de s'assurer qu'on a des joueurs quand même qui sont au niveau. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France est peut-être la seule à être capable de battre le Danemark. Mais maintenant, ça ne s'est pas passé ce jour-là. Ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est aussi le sport. Et heureusement, d'ailleurs, quelque part, de temps en temps, qu'on prenne un petit peu de recul sur nos performances et qu'on soit capable de se dire comment on va performer plus demain, quoi. Ça peut peut-être permettre, mais ça, c'est mon côté optimiste, de se poser des bonnes questions pour demain vis-à-vis de l'équipe de France. Mais moi, voilà, c'est une déception plus qu'un échec. Dans ma tête, c'est plus une déception qu'un échec. J'en fais une analyse. C'est la même. C'est une déception une fois encore. On a des clubs qui performent, on le voit bien. Moi, j'ai assisté à un Nantes-Paris. C'était un des plus beaux matchs de Coupe d'Europe. Et pourtant, c'était dans notre championnat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore dans ces premières phases? C'est pas fini, c'est pas terminé. Je pense que le niveau est en train de se repositionner, de se monter, de se poser aussi les questions. Il est clair qu'aujourd'hui, on est tous un peu déçus et le mot de médiocre, il est dur, mais le résultat, il est qu'on n'est pas au niveau de ce qu'on mérite aujourd'hui. Dans le mandat, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut installer nos équipes françaises sur le toit de l'Europe. Là, actuellement, on est dans les combles et on va essayer de monter sur le toit de l'Europe le plus vite possible. Mais il est clair que oui, on n'est pas satisfait, c'est sûr. Mais je répète, j'ai assisté à 2 jours de suite à 2 matchs de très haut niveau. C'était Paris-Nantes et Saint-Raphaël contre Montpellier. Je suis désolé, si les équipes jouent comme ça, je ne suis pas inquiet pour l'avenir.
Merci à vous.